Bonjour à tous. Parashat Shlach. On se trouve aujourd'hui jeudi, Chav Gimel Sivan, 3 juin. Parashat Shlach. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle Parashat HaMekoshesh, l'histoire du Mekoshesh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du Mekoshesh? Dans Bamidbar, Perek Tedvav, Pasuk Lamed Bet. On y va. Vayiyu Bnei Israël Bamidbar. Et les Juifs étaient dans le désert. Là, ils ont trouvé un homme qui était Mekoshesh Etzim, il travaillait avec du bois, il transgressait Shabbat avec du bois, on va voir ce que c'est peut-être après, sûrement, pas peut-être. Tout le peuple juif a mis du sien, et ils l'ont attrapé, ils l'ont amené devant Moshe. Regardez le Rachar Hirsch, ceux qui sont à la maison, donc on voit vraiment que tout le monde est mêlé, c'est pas comme le Mekhalel où c'était seulement on l'a attrapé tout seul. Là, tout le monde, tout le monde le prend, ils essayent de réparer l'histoire des Meraglim, ils mettent chacun met du sien, tout le monde vient, c'est vraiment la grosse ambiance, quoi. Bref, on l'amène chez Moshe, on le met en détention parce qu'on ne connaît pas la halakha. Kilo porash maya aselo. Ça aussi, c'est très, très intéressant, parce que normalement, on connaît la halakha, sur la Torah, Khilul Shabbat, Chazal, il parle de ça. En tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec ce monsieur-là. Yom Hashem el Moshe, mot yomataish. Dieu dit à Moshe, il doit mourir. Ce personnage doit mourir. Ragom otobavanim, il faut le lapider, kol haïda mechutz lamachane. Tout le monde l'a sorti, mechutz lamachane. On l'a lapidé, et il est mort comme je a donné l'ordre à Moshe de le tuer. C'est ce qu'on a fait, on l'a lapidé et il est mort pour une histoire de Mekoshesh Eitzim. Mais Rabotai, aujourd'hui, je vais rentrer dans l'histoire du Mekoshesh pour voir un peu dans les mots, mais surtout dans la signification philosophique, dans la marshava, quel est le geste du Mekoshesh ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tellement important cette histoire dans tout le contexte de Sefer Bamidbar? Alors, je voudrais d'abord, première question, une question que tous les commentaires la posent. Il n'y en a pas un qui la rate. Tout le monde y va, et c'est logique, en vérité. Et nous, on reviendra à la fin du shiur sur cette question. Et la question est pour la répondre. La question, c'est quoi? Il y a marqué « Vayiyu bnei Israël bamidbar ». Les Juifs étaient dans le désert, et là, ils ont trouvé le Mekoshesh. « Vayiyu bnei Israël bamidbar ». Et les Juifs étaient dans le désert. Quelle information! Où peuvent être les Juifs parachat Sefer Bamidbar, juste après les Meraglim qui vont tous. Où ils peuvent être? Bamidbar. Waouh, merci, ils n'ont pas été à Disneyland, ils n'ont pas fait un aller-retour dans les Kivrei Tzadikim au Maroc. Toda Rabba, que vous êtes au désert. C'est un chidouche. Vayiyu bnei Israël Bamidbar. Regardez, Rashi, Ramban, Ben Ezra, tout le monde, chacun arrive à une conclusion différente et contradictoire même. Mais qu'est-ce que c'est que cette information inutile? Bono shel olam. Il y a de l'encre en plus dans la Torah. Mais c'est phrase. Vayiyu bnei Israël bamidbar. Comme j'ai dit à la fin du shiur, je vais vous dire que cette phrase-là, c'est là-bas que se cache tout le sens et la profondeur de l'histoire du Mekoshesh. Mais je voudrais réfléchir avec vous sur cette histoire du Mekoshesh Bechol. Cette histoire-là, comme beaucoup d'histoires dans Bamidbar, qui est tellement frustrant, mais on a l'impression que c'est voulu. De plus en plus, on ressent ça. C'est des histoires comme ça qui viennent et qui ne nous donnent aucune indication de quoi, comment, le contexte. Ça reste une floue incroyable. Et vraiment, je pense que c'est voulu pour qu'on ressorte cette histoire d'un contexte et on la met vraiment dans notre tête de manière éternelle. D'abord, de manière générale, est-ce que cette histoire est positive ou négative? Ça a l'air une question bête. Mais d'un côté, qu'est-ce qui peut être positif quand on prend quelqu'un, on le tue, on le lapide avec des pierres parce qu'il a transgressé le Shabbat? De l'autre côté, on peut trouver un Tosfot. On va trouver un Tosfot dans le Shabbat. Il ramène un Midrash qu'il n'y a que Tosfot qui l'a vu. Personne n'a vu ce Midrash. Et là-bas, il dit que le Mekoshesh, il tkaven Shem Shamaim. C'est un tzaddik, le Mekoshesh. Voilà première chose qui rend flou l'histoire. Positif ou négatif? Tzaddik ou Racha? Kiddush Hashem ou Chilul Hashem? Ma Koresham. Quand est-ce que ça a eu lieu? Marloket, première année, deuxième année, avant, après, le Beraglim. Quelle était la faute du Mekoshesh? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je ne sais pas. Pas moi qui ne sais pas. Chazal le même, il vous donner 3 options. Vous vous rendez compte, encore une fois, ça me rappelle avec l'histoire de Moshe Rabbeinu, et chaque fois qu'on a dit ça avec la faute, quand on ne sait pas c'est quoi la faute de quelqu'un, on donne plusieurs hypothèses, et au lieu qu'il a une faute, il en a 10 en fait.
Là, le Mekoshesh, il a fait une chose, mais là, à cause d'un machloket dans la Gemara, il aura 3 fautes, pas une. Ok, la Gemara dit comme ça, Amar Rabbi Yehuda, Mekoshesh ma'avir arba amot bershut harabim. Il a marché 4 amot dans le harabim avec du bois, on n'a pas le droit de porter Shabbat. Boum, ce qu'il a. Normal, non? Matnitatana, deuxième avis dans la Braïta, Tolesh. Il a arraché des bois Shabbat, c'est interdit d'arracher, de déraciner. Troisième avis, Rav Acha bar Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Me'amer. C'est quoi Me'amer? Il y a une interdiction Shabbat de réunir des choses qui sont éparpillées un peu partout, des bois, des fruits, l'homme chané, réunir en une seule pile. Shabbat, c'est interdit de le faire. Et il a pris le Mekoshesh, il a pris des bois qui étaient éparpillés un peu partout et il les a mis en une seule pile. Boum, ce qu'il a. Voilà les 3, au lieu de 1, les 3 zérotes qu'on reproche au Mekoshesh. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Si je mets une caméra dans le désert, je vois quoi? Le idéal. Et je voudrais, dans ce flou-là, me dire, mais qu'est-ce qui se passe en vérité derrière ce flou? Quel est le message de ce flou? Qu'est-ce qui se cache derrière cette confusion? Est-ce que tout est vrai? Comment je peux moi m'identifier avec ce Mekoshesh? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut décontextualiser, enlever du contexte cette histoire pour le mettre dans un contexte général de Sefer Bamidbar? Et je voudrais commencer à Rabotai ce chiour par l'identité du Mekoshesh, que lui aussi on ne le connaît pas. Et la Gemara est machloket aussi. On a vu cette machloket dans l'histoire des Maapilim. Je vais rentrer juste dans l'information de cette machloket. Qui était ce Mekoshesh, s'il n'y a pas assez de confusion. Et la Gemara dans Shabbat, elle dit comme ça. Tanou Rabanan, un Mekoshesh, c'est Tzelophrad. Alors, qui est Tzelophrad? Rapidement. Tzelophrad, c'est un monsieur qui est mort dans le désert. Il avait 5 filles. Et ces 5 filles-là, elles vont rentrer en Eretz Israël, elles voudront avoir une parcelle de terre. Le problème, c'est que ce monsieur-là n'a pas laissé de garçons, il n'a reçu que des filles. On sait que l'héritage, il n'y a pas pour les filles dans la Torah. Donc, elles vont se plaindre. C'est mon cher Rabbi, ils vont dire, on a besoin de nous aussi hériter. Et elles vont avoir gain de cause. Mais elles ont une phrase, ces filles-là. Elle dit, notre père, il est mort dans le désert par sa faute, Bechet Omet. Et maintenant, nous, il n'a pas de garçon, et nous, on veut hériter. Et nos sages, mais de quoi elle parle? Il est mort dans le désert par ça. Quelle est sa faute? De quoi on parle? C'est qui Tzelophrad? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et c'est là qu'on a la machloket dans la Gemara. Un navire, Rabbi Akiva, il pense que quoi? Que Tzelophrad, c'est le Mekoshesh. La faute du Tzelophrad, c'était quoi? Les Koshesh Eitim. C'est lui qui a transgressé le Shabbat. Et ces filles, elles disent, mon père, il est mort avec l'histoire de Tzelophrad, de Mekoshesh. Il a transgressé le Shabbat, il est mort. Et du coup, nous, on veut hériter la terre. Bon. C'est pas qu'il a fait quelque chose de grave avec les Meraglim ou avec Korach. Non, il a juste transgressé le Shabbat. Ça arrive. Ça arrive. Ça me fait réfléchir, bien mettre à l'idée de savoir. Rarement, je vois cette histoire que quelqu'un il transgresse le Shabbat et la Torah, elle raconte. La Torah, elle raconte. C'est-à-dire que c'est le seul qui a transgressé le Shabbat. Il n'y avait pas de non-religieux, non-pratiquants. Il n'y avait pas ici, là-bas, des gens qui font la vérote. Jamais la Torah, elle raconte. Si à chaque avéra, quelqu'un a fait dans le désert, on fait une histoire. On voit vraiment que c'est spécial. Alors, soit, effectivement, tout le monde était pratiquant à 100% là-bas. Et quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est très spécial. C'est une avéra pas simple. Il y a un message derrière cette avéra. Et Shem Shamaim, quoi qu'il en soit, ça c'est Rabbi Akiva. Lui, Tzelophrad, il a transgressé le Shabbat. Deuxième avis, c'est Rabbi Yehuda ben Beter. Il dit non, Tzelophrad, il n'a pas, dans notre cas, nous, de Mekoshesh, c'est dans notre cas de 2 chiots qu'on a pris il y a 2 jours. Tzelophrad, il est mort dans l'histoire des Maapilim, ceux qui sont le petit groupe qui est monté en Israël sans permission, et ils sont morts là-bas aussi. Quoi qu'il en soit, Rabotai, ce qui est passionnant, c'est que les 2 histoires sont dans notre paracha. Les Maapilim, comme le Mekoshesh. Et Tzelophrad, il est celui qui est peut-être Maapilim et Mekoshesh ensemble. Tzelophrad, il passe par ces 2 histoires. Dans notre paracha, il y a 2 histoires qu'elles ont peut-être l'identité de Tzelophrad. Ces 2 histoires-là, elles ont un message exceptionnel. Et c'est ça que je vais voir avec vous aujourd'hui. Ça passe par le Mekoshesh et aussi les Maapilim dans le contexte général de Sefer Bamidbar. Et ça peut être les Maapilim, comme ça peut être Mekoshesh. Au fond, c'est la même Avera, ou la même mitzvah, ou le même Leshem Shamaim. Qu'est-ce que c'est que ce Mekoshesh? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'il a fait de bien ou de mal? C'est l'Ophrad. Et pourquoi ça ressemble à ce qu'on lui reproche aussi chez les Maapilim? Je voudrais faire ça aujourd'hui par une Gemara passionnante, dans ce qu'on appelle la Gadetot de Rabba bar Chana.
C'est quoi la Galta de Rabba Bar Hana? C'est un morceau dans Baba Batra. Rabba Bar Hana, un Amora, il ramène des histoires incroyables, bizarres, folles, complètement hallucinantes, déconnectées de la réalité, des fables inimaginables. Toutes les fables qui viendront après sont pâles par rapport aux fables de Rabba Bar Hana. Et vous imaginez que c'est ramené dans la Gemara, donc c'est la source de Sodot, de Kabbalah, de pensées juives, de mille choses. Rabbi Nachman de Breslev, il va baser sa Torah sur ces fables de Rabba Bar Hana, parce qu'il y a là-bas des choses incroyables, hallucinantes, bizarres. Et toutes ces choses-là, ils ont bien sûr une signification spirituelle intense et énorme. Et c'est pour ça que je vais pêcher une des fables de Rabba Bar Hana, des histoires de Rabba Bar Hana, et voir comment cette fable-là, cette histoire-là, cette morceau de Gemara, il peut être la lumière, nous éclairer un petit peu ce qui a motivé Tselophrad à être Bekoshesh et peut-être aussi Maapilim. Et la Gemara raconte comme ça. Amar Rabba Bar Hana, comme ça il dit. Une fois, je marchais dans le désert et j'ai trouvé un socher, un taïa, un socher ishmaéli, un socher arabe, ishmaéli. Ce socher-là, la Gemara, elle dit, il avait un don exceptionnel. Il arrivait avec sentir de la terre et savoir à quelle distance il y a un fleuve, à quelle distance il y a une ville. C'était un vrai du désert, quoi, un bon du désert. Et ce socher-là, je me suis lié d'amitié avec lui et il m'a dit, tu sais quoi, cher Rabba Bar Hana, est-ce que tu veux voir par hasard Metei Midbar, ceux qui sont morts dans le désert, tu veux les voir les 40 ans, les centaines de milliers de juifs qui sont morts dans le désert? Je dis oui, bien sûr, ces échelles-là. Je suis parti, je les ai vus. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens allongés, vénirim, ils ont des chicorim comme des chicorim, avec un sourire comme ça, ivre, dans un état comme ça, ils sont allongés. Et Ayushorvim, ils étaient allongés sur leur dos, ou Pnehem, leur face vers là-haut. Vraiment quelqu'un de sous qui s'est allongé comme ça, comme un. Et dire à Baba Hana, les pieds n'étaient pas droits, les pieds étaient debout, comme un pont comme ça. Le genou était debout comme ça. Et il dit, on a essayé de passer, on est passé sous les pieds du Metei Midbar, sur un chameau, avec la grande épée du Ishmaéli, et on n'a pas réussi à atteindre le pied du Metei Midbar. Tellement c'est énorme. On a essayé de passer et toucher, on n'a même pas réussi. Incroyable. Imaginez, juste imaginez. Après qu'on est passé, dit Rabba Bar Hana, j'ai décidé de quoi? J'ai décidé d'aller couper un morceau de tzitzit de un qui est décédé dans le désert. Pourquoi? Il y a les marloquettes Bet Shammai Bet Hillel. Combien de fils il faut mettre dans le tzitzit? Qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai amorcé un coupeau, je vais couper un morceau, je vais ramener au Bet Hamidrash, je vais montrer à mes rabbanim. Il a coupé Rabba Bar Hana un morceau, il se met sur son chameau et il ne bouge pas le chameau. Bloqué. Tu tapes, tu frappes, il ne bouge pas, comme j'ai mis là. Et le Ishmaeli, le regarde, fait qu'est-ce que tu se passe? Pourquoi il ne bouge pas? Est-ce que par hasard, tu aurais pris quelque chose qui appartient au Met Midbar? Il dit oui, j'ai pris tzitzit. Remets tout de suite, tu ne sais pas que tout ce qui appartient au Met Midbar, on n'a pas le droit de toucher. Si on touche, on va bouger d'ici. Il s'est excusé, il a remis, et hop, le chameau, il s'est avancé, il est arrivé chez ses maîtres, et ses maîtres l'ont crié dessus. Personne ne t'a demandé d'enlever un morceau de tzitzit, mais au moins compte combien de filières on aurait eu la conclusion par rapport à Bet Shammai et Bet Hillel. On est resté bloqué maintenant. Non, il n'est même pas compté, ils l'ont traité de chamor. Bref. Quelle histoire. Ma Koresha. Dit le Maharal de Prague. Dit le Maharal Nifla. Dit le Maharal, en réalité, il faut qu'on comprenne que Dor Hamidbar, la génération du désert, ce sont des gens qui n'ont aucun rapport avec nous. Ils sont d'un niveau spirituel, intellectuel, émotionnel, radicalement différent. Ce n'est pas qu'ils sont mieux que nous, ils sont complètement différents. De la même manière qu'il n'y a pas de rapport entre l'animal et l'homme, il n'y a pas de rapport entre l'homme du Midbar et l'homme qui est nous. C'est deux mondes différents. Ils sont d'une perfection inimaginable, comme des anges. Qu'est-ce qui prouve ça? L'image, dit le Maharal. Quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est heureux, il a shlemut hanefesh. Quelqu'un qui n'a pas de complexe, il est heureux, il est joyeux, il est plein.
Et il dit le fait qu'ils étaient allongés, c'était comme Shikorim, comme ivres, qu'ils ont fait une vie parfaite, ivres de l'intérieur, l'intérieur, on peut le mettre à l'extérieur, on n'a pas honte. On est complet, on est shalem, on est samer c'est shlemut. Tous, smechim. Mais comment ils sont allongés, dit le Maharal? Pnehem klapé mala. Ils regardent le ciel. Dit le Maharal, il y a 3 catégories dans la nature. Il y a les animaux qui regardent que la terre, ils sont occupés dans le matériel. Il y a nous, qu'on regarde là-haut des fois et des fois en bas. Ça dépend des jours. Des fois là-haut. Et eux, il dit le Maharal, leur tête clapée mala, que là-haut. Ça, c'est eux. Spirituel, dit le Maharal, Shaya, les Dorazé, Ma'ala, Nivdelet. Ils étaient séparés, ils étaient autrement. Les Karapanim et la Elionim. Le visage vers le haut, c'est ça les Doramidba. Et tellement ils étaient différents que nous, regardez le magnifique Maharal, que même si tu passes sous leurs pieds et tu essayes d'atteindre son pied, le pied c'est l'endroit le plus bas du corps. Même le pied de Mété Midbar, le rave sur le chameau, avec un bâton, tout ça, on n'arrive même pas au pied. C'est même pas comparaison, c'est même pas, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de contact. Et même leurs mitzvot, je peux dire les mitzvot, c'est les mêmes. Même les mitzvot, tzitzit, ça n'a aucun rapport avec nous. Celui qui veut prendre le tzitzit et de mettre midbar et le ramener un autre bête à midrash à nous, ça ne rentre pas, ça ne bouge pas. Tout ce qui est au midbar, ça reste dans le midbar. Dans un midbar, c'est midbar. Rien n'est comparable, rien n'est accessible, rien n'est comme eux. Tu ne touches pas un fil. Même compter, il ne peut pas. C'est un autre monde. C'est complètement déconnecté. C'est d'une intensité incroyable. Je sais que chacun maintenant pense, ils ont fait des avérotes. Azou, je ne vais pas rentrer dans ça, mais dites-vous que c'est déconnecté. Dites-vous que c'est connecté. C'est un autre monde. Même les avérotes chez nous, c'est des Shem Shamaim. C'est quelque chose d'autre, les gars. Oubliez, c'est un autre niveau. C'est ce qu'il dit le Maharal pour expliquer cette Maharal. Je pense, Rabotai, si je prends le Maharal un peu plus loin, je pense que ce qu'il est en train de dire le Maharal, je pense, c'est quoi? C'est de dire qu'en réalité, les Juifs du désert, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas rentrer dans le désert. C'est impossible. Alors, c'est vrai que ça s'est fait comme un scénario qu'ils ont fait, le Meraglim. Mais en réalité, le Maharal, c'est dans d'autres endroits aussi, je ne vais pas entrer dans ça aussi, que les grandes avérotes de l'histoire du peuple juif, c'est déjà écrit à l'avance. Le scénario, il est fait juste pour donner un peu l'impression, mais je sais que vous allez m'envoyer des pierres dessus, donc je ne rentre pas dans ça. Mais en réalité, on peut comprendre, incroyable. Dora Midbar, vous vous rendez compte? Rentrer en Israël, il faut regarder la terre, être agriculteur, on parle de Dora Midbar, qu'ils ont regardé le ciel, ils sont pas baissé les yeux du ciel. Impossible qu'ils rentrent en Eretz Israël, c'est même pas possible. C'est passé par un scénario, mais le principe, c'est évident qu'ils ne peuvent pas rentrer en Israël. C'est évident. D'ailleurs, regarde, je dis cette phrase, je voulais dire à la fin, je ne veux pas que vous restiez avec cette phrase, une phrase terrible que je veux dire, je la donne en allusion, mais après, vous comprendra, celui qui comprendra. Mais c'est Niflas qui dit le Maharal. En réalité, il y a des générations qui ne peuvent pas supporter, qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas du tout ressemblant à d'autres générations. C'est pour ça que des fois, il faut en sorte qu'il y ait des générations qui disparaissent, qui sont exterminées, dans le sens que c'est des grands tzadikim, ils ont un grand niveau, ils ne pourront pas être adaptés à la prochaine génération. Je laisse ça de côté, mais comprenez la force de ce qu'en vérité, on peut comprendre du Maharal de Prague. Dor Hamidbar et Dor Eretz Israël, deux mondes qui ne vont jamais s'attacher. C'est impossible. Il faut qu'ils partent pour qu'il y ait une nouvelle génération. Et en réalité, Rabotai, donc, je pense que tout ça, le scénario de tout ça, ça se fait en 3 étapes. Dor Hamidbar, les gens qui sortent d'Égypte, ils sont dans le désert. Le Dor qui va rentrer en Eretz Israël, qui vont en match s'installer. Et là, il y a un Dor du milieu. La génération du milieu, entre ça et ça, une génération un peu que j'appellerais la génération de Tselophrad, quelque part. L'acte de Tselophrad. Tselophrad, il est là entre l'un et l'autre pour essayer de faire le pont entre ces deux mondes qui sont impossibles. Et il va faire ça en 2 étapes, Ma'apilim et Mekoshesh, et il va échouer, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Mais l'acte lui-même, il est noble. L'acte lui-même, il est incroyable. Lui, il ne va pas réussir, mais ses filles à lui de Tselophrad, elles vont réussir, elles vont rentrer en Eretz Israël. Et lui synthétise à lui-même cette génération d'avant, cette génération d'après par ses filles, et lui au milieu qui essaie de faire le pont. Ça, c'est Tselophrad, mon ami. Et qu'est-ce qu'il a fait de Tselophrad pour ça? Nifla. Première étape, qu'est-ce qu'il fait de Tselophrad? Tout le monde va mourir dans le désert, c'est vrai. Pigrechem, Iplou, Amidbar, le désert, on est dans le désert, on appartient au désert. Nos tzitzit sont en désert, et on ne bouge pas d'ici.
Et Tzelophrad, avec un petit groupe, il essaye de quoi? Il essaye quand même de rentrer en Eretz Israël, de rentrer, de toucher, de goûter à Eretz Israël, donner un peu un peu comme Moshe Rabbeinu, il veut voir Eretz Israël, quoi, avoir un goût d'Eretz Israël. Cette action-là, elle est hyper noble. Il faut quand même un pont entre les deux générations. C'est pas possible cet écart. Ils vont monter par force, il y a pilou. Par force, ils montent en Eretz Israël. Et ça ne marche pas. Vehilo titzlach. Ça ne marche pas. Zelo matzliach. Je suis désolé, Tzelophrad. Ça ne marche pas. C'est pas toi, c'est pas un problème toi, c'est les Shem Shamaim. Comme il s'est expliqué le prix de Tzadik. C'est pas le moment, Pachout. C'est inadapté. Je comprends la volonté, mais c'est inadapté. Vehilo titzlach. Par contre, entre parenthèses, hi, un autre féminin, hi, ta fille, elle va réussir, oui. Entre parenthèses. Et ensuite viendra l'histoire du Mekoshesh, Rabotai. Aïe, 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 aïe. Ensuite vient l'histoire du Mekoshesh. Et l'histoire du Mekoshesh, c'est vraiment l'illustration majeure de la volonté du Mekoshesh, de Tzelophrad, de rentrer dans le désert un aspect d'Eretz Israël, de goûter à Eretz Israël. On ne peut pas déconnecter comme ça. Ce n'est pas possible qu'il y ait que personne de tout la génération va rentrer en Israël, y compris Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas possible un truc pareil. Et qu'est-ce qu'il va faire? Trois choses. Trois avis, c'est quoi le Mekoshesh? Marcher 4 pas, Tolesh et Mehamer. Je vais expliquer ça. Ma'avir d'aller d'abord Bershut Arabim. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il marche 4 mètres avec quelque chose, il porte du bois 4 amot dans Bershut Arabim. C'est quoi cette histoire? Alors je vais expliquer. Shabbat, ce qui est interdit, c'est de changer d'un Reshut Hayachid, d'un lieu public à un lieu privé, ou le contraire. Nos sages disent que même marcher dans Reshut Arabim, même marcher dans un lieu privé, même si je ne suis pas sorti d'un lieu public, excusez-moi, même si je marche dans un lieu public, dans la rue, je ne suis pas sorti de chez moi, je marche, je porte quelque chose que j'ai trouvé, c'est interdit. Pourquoi? Quand tu marches 4 pas, tu t'appropries un Reshut Arabim et c'est comme si tu sors. Et qu'est-ce qu'il essaye de faire, Tzelophrad? Il essaye dans ce Reshut Arabim, dans ce désert, de faire un Reshut Hayachid, un avant-goût d'Eretz Israël. Que ce désert se ressemble à un lieu, un Makom Yishuv, un Makom Eretz Israël, un peu de la terre, un peu des terrains qui sont à toi, Reshut Hayachid. Mais ça ne marche pas. Le désert, c'est le désert, Reshut Hayachid, c'est Reshut Hayachid. Tant qu'il n'y a pas Eretz Israël, il n'y a pas Reshut Hayachid. Pour Reshut Hayachid, il faut regarder la terre, il faut travailler la terre, il faut mériter, il faut se battre. Vous appartenez à une dor exceptionnelle d'anges qui appartiennent au désert. Ça ne marche pas, désolé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en vérité? Il va essayer d'être tolèche, d'arracher. C'est quoi arracher? Tolèche. Il va essayer de déraciner les Juifs du désert, qui appartiennent au désert, pour les mettre en Eretz Israël. Ce n'est pas possible, c'est l'Euphrate. Tout ce qui est dans le désert doit rester dans le désert, même le tzitzit. Sinon, il ne marchera pas, ton chameau, il n'avancera pas. C'est impossible. C'est pas possible, c'est deux réchouillots différents. Oublie. Et il va être Mehamer. Troisième avis dans la Gemara. C'est quoi Mehamer? Tu prends des choses de tous les. Tu prends éparpillé des fruits et tu mets en une chose. Ça s'appelle comment? Kibbutz Galouyot. Pour entrer en Israël, il faut que tous les Galouyot ils arrivent. C'est tellement beau ce qu'il fait, c'est l'Euphrate, c'est tellement noble. Mais l'Otitzlach. L'Otitzlach. Tes filles, Bezrat Hashem. Eux, ils ont Matzliach. Vous comprenez que, en vérité, toute l'histoire dans notre paracha, les Maapilim d'un côté et le Mekoshesh de l'autre côté, c'est deux histoires qu'on a, rappelez-vous du Shiur aussi. Dans les deux histoires, on ne sait pas, c'est une Avera, c'est une mitzvah. Dans les deux Shiur, on arrive à la même conclusion. En vérité, l'acte lui-même, il est exceptionnel. Mais le problème, c'est l'Omatzliach. Kadosh Baruch Hu n'est pas pour ça. C'est comme ça. C'est presque une mort naturelle, comment on dit, une sélection naturelle par la mort. C'est pas, vous appartenez dans le désert. Combien tu vas essayer de couper des titiotes, monter, même le pied du pied, on ne touche pas. Et toi, c'est l'Ophrate, tu comprends qu'en tant que quelqu'un qui appartient à la génération d'après et qui a créé la génération d'après aussi, tu essayes, ça restera dans l'histoire. Tu seras quelque part celui qui fera le pont entre les deux. Mais tu montreras aussi, malgré toi, c'est ça le Shem Shamaim, que pour entrer en Israël, c'est une nouvelle génération. Mashou Hadash. Midbar, c'est Midbar. Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Si ça c'est vrai, Rabotai, alors le passouk, il est évident, rappelez-vous la première question qu'on a posée. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire Vaïyu ben Israël, ben Midbar? Les Juifs étaient dans le désert. Vaïmtseu ish mekoshesh. Quel intérêt dans cette information? C'est cette information qui explique toute l'histoire du Mekoshesh. Vaïyu ben Israël, ben Midbar. Les Juifs appartiennent au Midbar. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il fait Mekoshesh. Qu'est-ce que tu veux Mekoshesh? Tu veux nous arracher, tu veux être Tolège, tu veux être Mehamer.
C'est où, ça veut dire, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais, moi? On ne connaît même pas la halakha avec un gars comme ça. T'es un off mouzar dans l'hébreu. Qui tu es, mais qu'est-ce que tu essayes de faire ici? Nous, on appartient au désert. Tu essayes de nous rentrer en Eretz Israël? C'est impossible. C'est bizarre, l'oporache, je ne sais même pas ce que c'est. Nous, on est Veillou Ben Israël Bamidbar. Mais du le Midrash, les Juifs n'ont pas compris, c'est normal. Tu ne vas jamais comprendre, toi, en tant que désert, quelqu'un qui essaie de rendre Israël. Mais Kochesh, Théophraste, le seul qui a cette intelligence au moins de savoir, malgré qu'il fait partie du désert, qu'il y a aussi une deuxième phase, c'est Eretz Israël. Le pont entre les deux restera, le Théophraste, par le Kochesh et par la paracha de Ma'apilim. Voilà, Rabotai. À demain, Bezrat Hashem.